Bienvenue dans ce nouveau chapitre, donc le chapitre 8, qui s'intitule « Les relations entre les êtres vivants d'un écosystème ». Donc là, c'est la première partie dans laquelle vous allez voir les différentes chaînes alimentaires dans une forêt donc de feuillus. Rappelez-vous, dans les cours précédents, nous avions essayé de comprendre comment les êtres vivants se nourrissaient et produisaient leur matière. Nous avions vu que les producteurs primaires, c'est-à-dire les végétaux chlorophylliens, eux produisaient leur matière à partir d'éléments minéraux, donc du dioxyde de carbone, et puis de l'eau et des sels minéraux absorbés au niveau des racines. Donc c'est étonnant de voir que ces plantes vertes utilisent des éléments minéraux pour fabriquer leurs tiges, leurs feuilles, leurs racines, etc. Par contre, nous avions d'autres êtres vivants, donc les animaux, qui, eux, avaient besoin de la matière organique déjà faite, donc celle d'autres êtres vivants, pour fabriquer la leur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des animaux qui vont manger des plantes, donc des phytophages, qui mangent des plantes, par exemple herbivores, granivores, et puis d'autres animaux qui, eux, par contre, vont être zoophages, c'est-à-dire qu'ils vont manger d'autres animaux, donc zoophages qui mangent des animaux. Je vous ai mis deux exemples, insectivores et piscivores. Voilà pour les rappels. Dans votre cahier, vous notez bien, donc, 6e thème 2, chapitre 8, les relations entre les êtres vivants d'un écosystème. Donc on a vu comment ils se nourrissaient, comment ils produisaient leur matière, comment ils grandissaient. Donc on va rester dans cet écosystème qu'on a bien étudié avec la croissance donc, des chênes, donc l'écosystème forestier. D'abord, qui vit dans nos forêts? En dehors évidemment des plantes, parce que vous vous souvenez, l'essence la plus représentée dans nos forêts de feuillus, c'est le chêne. D'accord? Donc on parle bien de forêts de feuillus, donc on ne s'intéresse pas aux conifères qui sont, d'accord, notés dans l'image ici. C'est vraiment les feuillus qui nous intéressent. Alors, en plus du chêne, on a cité par exemple le noisetier, il y a aussi le charme, d'accord? Donc il y a plein d'arbres. On va s'arrêter là, au moins vous en connaissez 3, c'est bien. Ensuite, on trouve quoi? On trouve des mousses, on trouve des fougères, on trouve des fraisiers des bois, on trouve des anémones, on trouve du muguet, donc il y a plein de plantes. En plus de ces plantes, la forêt va abriter de nombreux autres êtres vivants, donc des animaux. Par exemple, ici on voit un cerf, des daims, il y a des chevreuils aussi, là on voit le renard, on voit le hérisson, le jet des chênes, le blaireau, d'accord, que je n'ai pas forcément écrit dans mon texte. D'ailleurs, dans mon texte, j'ai mis plusieurs fois le même nom d'animal. J'ai dû gadouiller à un moment donné. Excusez-moi, toutes mes excuses. Ensuite, nous avons le pivert ici, la chouette effraie. Bon, il y a des papillons, d'accord. Il y a aussi des invertébrés. On voit la belette là-bas qui est en fond. Il y a aussi beaucoup d'invertébrés. On va le voir dans la liste. Alors, on retrouve les animaux que j'ai cités tout à l'heure. Ce que je n'ai pas cité, c'est par exemple, évidemment, la fouine, le chat sauvage, le chat forestier dont on a parlé quand on a parlé de la reproduction donc, des mammifères, la couleuvre jaune et verte, évidemment, le lapin de Garenne, le lièvre, la grenouille verte, le coucou, les salamandres, plein d'insectes, plein d'araignées, ça vous le savez quand vous cherchez du muguet, des tiques, attention aussi, mais en lisière de bois, c'est un peu comme les hérissons, on trouve toujours ces animaux en lisière de bois, des mille pattes, mais aussi beaucoup d'êtres vivants d'un autre règne. Il y a le règne animal, le règne végétal, mais aussi les champignons qui forment un troisième règne, comme les trompettes de la mort ou les girolles, ou alors des champignons qui poussent sur le bois, sur l'écorce du bois, comme vous avez ici en fond. Enfin, il y a du monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette liste et cette image? Eh bien, vous allez souligner dans le texte, donc en vert les mammifères, en bleu les oiseaux, et en jaune les amphibiens. Juste comme ça pour voir si vous êtes capable d'identifier au moins 3 grands groupes à l'intérieur du document. Je vais commencer par les amphibiens. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a la grenouille verte. Et je vois qu'on me parle de salamandres. Voilà, ce sont des animaux qui sont peut-être terrestres, mais qui sont quand même très dépendants, d'accord, du milieu aquatique, ne serait-ce que pour leur reproduction. Il y a toujours des petits ruisseaux comme ça à l'intérieur, donc des points d'eau, à l'intérieur donc des forêts. Ensuite, les oiseaux. Bah, écoutez, le coucou est quand même un gros parasite. Je vous rappelle que le coucou vient pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Et avant de pondre ses œufs, il vire soit les œufs de l'autre oiseau, soit les oisillons. Sympathique. Ensuite, le jet des chênes, que j'ai marqué 2 fois. Le pivert. Un rapace, la chouette effraie. Il faut bien des prédateurs un petit peu de temps en temps. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des oiseaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est moins par rapport à ma liste. Ensuite, au niveau des mammifères, ben là, nous avons le cerf, le chevreuil, le sanglier, la sanglier, n'importe quoi, le sanglier que j'ai remarqué là,
le renard, le blaireau, le campagnol, la belette, la fouine, le chat forestier, chat sauvage. Ensuite, le daim, l'écureuil roux, le lapin de Garenne, le hérisson qui vit en lisière de bois, le lièvre, d'accord, le loir gris que j'ai failli oublier. Qu'est-ce qu'on trouve comme autre groupe? Eh bien, on trouve par exemple des reptiles, la couleuvre jaune et verte. Et puis on trouve les insectes, les araignées, les tiques, les mille pattes, et puis donc les champignons. C'est pour ça des fois qu'on va dans les bois aussi, pour aller cueillir des champignons. Qu'est-ce qu'on peut noter? Que cette forêt est très riche en biodiversité, à la fois végétale et animale. Il y a plein, comme dirait Gilles Boeuf, de vivants dans toute sa diversité, donc il y a plein de groupes différents, et dans toute sa complexité. Il y a des groupes simples, il y a des groupes très compliqués dans leur organisation. Donc rappelez-vous, Gilles Boeuf, président du Muséum national d'histoire naturelle, a dit « La biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature ». Et on avait rajouté, nous, c'est l'ensemble des espèces animales, végétales et des espèces de champignons qui vivent dans un même milieu et qui ont des relations entre eux. Alors justement, quelles sont ces relations entre les êtres vivants de la forêt? Eh bien, tout d'abord, vous allez faire une petite rectificative dans ce document. Vous allez supprimer dans la phrase dont Hervé Le Guyadé parle à la fin du texte. Alors, le problème, c'est que ce texte, je l'ai enlevé parce qu'il était un petit peu compliqué. La vidéo aurait été trop longue, peut-être très intéressante, mais trop longue pour vous. Donc, vous pouvez barrer dans votre consigne. Alors, on revient à ces relations. Ici, vous avez un document qui vous montre la diversité des relations entre les espèces d'un écosystème. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de relations différentes entre eux. Vous avez à chaque fois un cadre différent. Vous avez un cadre violet qui vous montre un premier type de relation qui est la symbiose. D'accord ? On vous dit que c'est une association entre deux espèces dans laquelle chacune trouve un avantage. Par exemple, un champignon et une algue vont s'associer pour faire un lichen. Deuxième type de relation, le parasitisme. On vous dit que c'est une association entre deux espèces au détriment de l'une d'elles. Par exemple, le gui va parasiter le peuplier et va se nourrir de sa sève. Troisième type de relation, la prédation. Donc c'est la consommation d'une espèce par une autre. Par exemple, le mulot va être la proie de la chouette. Et enfin, dernier type de relation présenté dans ce document, c'est la compétition. On vous dit que c'est la concurrence entre deux espèces pour la même ressource. Par exemple, le sanglier et le mulot vont être en concurrence pour la consommation de glands. Rappelez-vous, quand on avait fait le travail sur la croissance du chêne, on a vu que le gland était la base de la base alimentaire de beaucoup d'animaux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, je change de document pour que ce soit un peu plus grand pour vous. Voilà. À partir donc du document, vous allez compléter le tableau des différentes relations entre les animaux d'un même milieu. Ok? Donc, vous mettez le nom des relations ici, les 4 qui sont présentés, il y a quand même 4 couleurs différentes, c'est facile à repérer, leur définition et un exemple. Alors attention, si c'est un petit peu long, et si vous avez du mal à écrire, vous pouvez le faire à l'oral, directement comme ça, depuis le document. Sinon, vous arrêtez la vidéo, vous écrivez, collez votre document, vous écrivez, et vous remettez la vidéo après pour la correction. Alors, correction. J'ai tout d'abord en rouge le parasitisme. Qu'est-ce que le parasitisme? On l'a vu, c'est toujours une association au détriment d'un autre, le gui, qui absorbe la sève du peuplier. Ensuite, j'ai ma symbiose, qui était indiquée en violet, qui est l'association entre deux espèces avec un avantage réciproque, d'accord, où il y a au moins un avantage pour l'un des deux. Par exemple, un lichen, qui pousse, une espèce de chose un petit peu bizarre qui pousse sur les arbres, qui peut être violet, jaune, blanc, etc. Et bien ces lichens, c'est un champignon et une algue qui se sont mis ensemble. Ensuite, la prédation, eh bien, on vous dit que c'est la consommation d'une espèce par une autre. Par exemple, le mulot est la proie de la chouette. Dernier document et dernière relation d'après mon document, c'est la compétition, c'est la concurrence pour la même ressource. Rappelez-vous, le sanglier et le mulot étaient en concurrence pour manger les glands. Voilà. Donc dans un écosystème, il y a forcément des animaux, mais ils vont avoir des relations différentes. Animaux, végétaux, ils vont avoir donc des relations. Là, ce sont 4 exemples. Hein. Okay, je vous ai remis aussi le petit document du cours précédent pour bien vous rappeler l'aspect donc du fruit du chêne. Et puis, rappelez-vous, il y a d'autres concurrents, mais à la limite que le mulot et le sanglier. Le sanglier est là, mais il y a aussi les geais des chênes qui mangent des glands, et puis évidemment notre écureuil. Alors, étudions cette fois juste uniquement, hein, puisqu'on a vu la symbiose, le parasitisme, la compétition, mais il y a aussi la prédation. On va vraiment étudier les relations alimentaires au sein de la forêt entre les êtres vivants. Vous vous souvenez qu'il y avait les producteurs, les végétaux chlorophylliens qui fabriquaient leur matière organique à partir des éléments minéraux, et puis ensuite il y avait des animaux herbivores, donc phytophages, et puis des animaux plutôt carnivores, donc zoophages. Si je représente une flèche noire qui signifie « et mangé par »,
comment je peux relier les animaux qui sont là. Alors vous allez essayer de le faire sur votre cahier à vous. Vous arrêtez la vidéo, puis après on fait la correction. Allons-y pour la correction. J'ai mon petit lapin qui va manger de l'herbe. Donc l'herbe est mangée par le lapin. Le lapin va ensuite être mangé par le renard. Donc j'ai un premier maillon, première petite chaîne qui se met avec 3 maillons. L'herbe, le lapin, le renard qui se met en place. Je peux avoir aussi une autre chaîne. J'ai par exemple la noisette qui va être mangée par le loir. Et le loir qui va être mangé par ma chouette frais. D'accord? Donc dans la forêt, les plantes et les animaux sont liés les uns aux autres par des relations alimentaires afin de produire leur propre matière organique. Donc c'est parce qu'ils ont des régimes alimentaires particuliers que je vais être obligé d'avoir des relations entre les autres. Donc voilà, je suis obligé d'avoir des relations avec les autres êtres vivants du même milieu. Et vous voyez que je peux faire ça autrement. Parce que finalement, mon loir peut aussi être mangé par mon renard, et mon petit lapin peut être aussi mangé par ma chouette. Donc les relations peuvent être plus compliquées dès que j'ai un système proie-prédateur. D'accord? Par contre, mon lapin n'est pas granivore, il ne va pas manger les graines, et mon petit loir n'est pas non plus herbivore. Ok? Pourquoi est-ce qu'on parle de chaîne alimentaire? Eh bien parce qu'on a plusieurs maillons. Au tout début d'une chaîne alimentaire, on a toujours ce qu'on appelle le producteur primaire, c'est-à-dire le végétal chlorophyllien. La plante de fabriquer, pour la première fois, on fabrique de la matière organique à partir d'éléments minéraux. Donc c'est la première fois primaire qu'on produit de la matière. Deuxième maillon, on a un producteur secondaire, mais qui sera phytophage. Voilà pourquoi j'ai mis le maillon en vert. Il mange des plantes. Phytophage. Et enfin, dernier maillon, j'ai toujours un producteur aussi secondaire, donc, qui va manger d'autres animaux. C'est un zoophage. J'ai mis donc le maillon en rouge parce qu'il va manger d'autres animaux. Donc le producteur primaire, je l'ai mis en bleu parce qu'il produit sa matière, ses feuilles, ses tiges à partir d'éléments minéraux, donc j'ai choisi le bleu pour faire référence aux éléments minéraux. Ensuite, ce producteur primaire, ce végétal va être consommé par un producteur secondaire, d'accord? Donc un animal phytophage, j'ai mis donc le maillon en vert, et puis enfin, dernier maillon, c'est toujours un animal zoophage qui va manger le producteur de l'animal phytophage, d'accord? Donc en fait finalement, indirectement, l'animal zoophage, le maillon rouge, a quand même avalé une partie du végétal chlorophylien transformé en animal phytophage. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Le lapin mange de l'herbe, l'herbe sert à faire la viande du lapin va être ensuite consommée par le renard pour faire de la viande de renard. Voilà, entre guillemets. Enfin, tout du moins, les éléments du lapin vont être utilisés pour fabriquer le corps du renard. C'est quand même assez particulier. Est-ce que ça marche sur cet exemple de chaîne alimentaire? Alors attention, j'ai donc un arbre, c'est mon producteur primaire. J'ai une feuille, donc toujours est mangée par une chenille. Ok. Écoutez, c'est un phytophage, ça a l'air de marcher. Ensuite, qui va être mangé par un mulot, d'accord, qui est carnivore. Ok, ça marche. C'est un producteur zoophage, producteur secondaire, animal zoophage. Et regardez bien, même un zoophage peut être mangé par un autre zoophage. D'accord? Mais mon bulot est plutôt un petit peu omnivore. Les omnivores sont toujours, comme on dit, les fesses entre deux chaises. Donc voilà, ils peuvent aussi servir de proie à des animaux qui sont purement carnivores, c'est-à-dire zoophages. Donc ça marche. Ok? Alors, une chaîne alimentaire débute toujours par un végétal chlorophyllien, donc un végétal vert. Rappelez-vous que la chlorophylle, c'est ce qui donne la couleur verte à la plante. Comme il produit, donc ce végétal chlorophyllien, sa propre matière organique à partir de matière minérale, on dit que c'est un producteur primaire. Ensuite, ce végétal, cette plante, est mangée par un animal phytophage, qui est un producteur secondaire, et lui-même sera mangé par un animal zoophage, qui est un producteur secondaire aussi. Tout ça forme une chaîne alimentaire. On a vu que, tout à l'heure, avec le lapin, le renard, le loir et puis la chouette, qu'il y avait plusieurs chaînes alimentaires qui pouvaient se mettre en place. D'accord? Donc, ça crée ce qu'on appelle un réseau trophique. L'ensemble de toutes les chaînes alimentaires d'un même milieu de vie forment ce qu'on appelle le réseau trophique. Donc c'est très complexe, il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui disparaisse pour que ça impacte finalement plusieurs chaînes alimentaires. Donc c'est important aussi de maintenir en équilibre cet écosystème, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo, donc dans 15 jours, c'est que effectivement l'être humain va devoir gérer tout ça. D'accord? Il y a des prélèvements qui sont faits dans la forêt, il y a aussi des choses qui doivent être faites correctement dans une forêt, il faut surveiller que l'impact de l'être humain ne soit pas négatif. Donc on parlera aussi de l'ONF et des différents métiers.
Hein, il y a l'ONF. Alors regardez bien, je cherche une chaîne alimentaire. Les baies vont être consommées par la chenille, qui elle-même va être mangée par le merle. Voilà une chaîne. Mon producteur primaire ici, en bleu, je n'ai pas cliqué sur ce qu'il fallait, en bleu, d'accord, c'est du bleu, il a mangé de la matière minérale. Ensuite, mon producteur secondaire phytophage, et enfin, mon producteur secondaire zoophage. Ça marche. Ensuite, je continue. Bah, écoutez, là, je peux très bien aussi, ça peut très bien être mangé aussi par un chevreuil, comme la feuille de l'arbre. Mais attention, le renard est légèrement omnivore, il peut aussi manger des baies. L'herbe aussi peut être mangée par le chevreuil. D'accord? Ensuite, bah écoutez, ce chevreuil, lui, il n'a pas de prédateur pour l'instant, à part l'être humain. On verra aussi que dans une chaîne alimentaire, intervient aussi l'être humain. Là, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, le chevreuil est tranquille. C'est un phytophage qui ne va pas être agressé par un prédateur, comme un loup, par exemple, ou alors un ours. On retrouve la noisette mangée par le campagnol, d'accord, ou l'herbe mangée par le campagnol. Donc là, évidemment, j'avais mon producteur primaire, ici la noisette et l'herbe. Donc l'arbre, hein, le noisetier. Ensuite, mon producteur secondaire, donc mon phytophage. Et puis en fait, j'ai mon zoophage après. Ça marche, effectivement. J'ai des chaînes alimentaires. Mais attention, le campagnol va être à l'origine de plusieurs chaînes alimentaires. Il y en a 2. Comme le lapin. Il va être dans 2 chaînes alimentaires. Ok, lapin qui consomme de l'herbe. La noisette consommée par l'écureuil. Donc imaginez par exemple, on va dire une chose toute simple, hein, imaginez par exemple qu'il n'y ait plus de noisettes. Tac. Que les noisetiers soient complètement détruits. Okay, il resterait quoi pour le campagnol? Bah, soit manger de l'herbe, ou pour le lapin aussi, s'en sortirait, mais ce ne serait pas le top. Par contre, il y en a un qui subirait tout de suite l'influence de ça, c'est l'écureuil. D'accord? Il aurait, dans notre exemple, plus rien à manger. Après, il y a les glands du chêne, on imagine. Hein. Donc ça veut dire que là, m'abuse, hop, ça lui fait une proie en moins. Bon, heureusement qu'il reste le lapin et le campagnol. Imaginez par exemple qu'il y a une telle sécheresse qu'il n'y ait plus d'herbe. Quels sont les animaux qui seront touchés? Ce sont les lapins. Et puis le campagnol, lui, continuerait. Alors si c'est la noisette plus l'herbe, il ne resterait pas grand-chose. D'accord? Le chevreuil, il lui resterait les baies et les feuilles. Donc vous voyez que dans un écosystème, si jamais on a un élément de l'environnement qui est perturbé, donc soit un élément dans le milieu de vie, c'est-à-dire la température, l'humidité, etc., qui modifie donc les végétaux, eh bien il y aura un impact après sur les phytophages, et automatiquement sur les prédateurs, c'est-à-dire sur les zoophages. Donc un bilan rapide. Les êtres vivants qui occupent un même milieu sont liés entre eux par exemple, la symbiose, la compétition, le parasitisme ou la prédation. Les relations alimentaires qui forment des chaînes alimentaires permettent aux êtres vivants de produire leur matière organique. Ben oui, il faut bien manger hein, pour grandir. Si un maillon d'une chaîne alimentaire disparaît ou se multiplie trop, c'est-à-dire pullule, eh bien tout le réseau trophique sera déséquilibré et donc indirectement tout l'écosystème. Là, j'ai mis des petits hérissons parce qu'effectivement, ce sont des animaux qui sont vraiment protégés parce qu'à cause des infrastructures humaines, à cause des routes, eh bien on en détruit quand même pas mal. Voilà pour cette première partie, première approche donc de l'écosystème forestier, des relations entre les êtres vivants. Alors je vous dis à bientôt. Là, dans la prochaine vidéo, donc, nous parlerons cette fois de la forêt, mais de la partie morte de la forêt, à la fois du sol qui est là, donc de la litière avec les feuilles mortes, et puis donc de ce tronc-là, ce tronc mort, donc cette matière morte qui fait qu'on a l'impression que bah, voilà, il n'y a plus de vie. On verra que ce sera un petit peu différent, puis on verra également le rôle de l'Office national des forêts dans la bonne gestion de nos forêts de feuillus. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.